Bonjour, c'est Kevin Martinelli de l'entreprise The Machine. Je me retrouve aujourd'hui avec François Vialon qui va nous partager son expérience, son retour d'expérience. Il a construit une boîte qu'il a revendue. Il est le fondateur de Scale to Sell. Donc, il accompagne les entreprises à scaler, à croître et ensuite à revendre, à coacher les dirigeants pour revendre leur boîte. Donc, on va éviter les longues introductions. Si vous avez une entreprise qui génère au moins 5 000 euros à l'année, que vous avez peut-être jusqu'à 10 millions, peut-être voire plus, vous serez certainement intéressé par ce podcast. J'ai une première question avant qu'on présente l'invité et qu'on rentre dans son parcours. Je veux que vous ayez de la valeur à appliquer tout de suite. Quels sont les axes, François, qu'une boîte peut préparer, peut travailler pour passer un cap de croissance? Qu'est-ce que toi, tu identifies là-dessus? Écoute, pour moi déjà, Kevin, la première chose, c'est pour moi, on vend pas une boîte, on l'achète. Et donc, du coup, il faut rendre la boîte désirable pour un acquéreur. Et en général, pour une boîte qui est en dessous de 10 millions, voire même en dessous de 30 millions, il y a deux grands axes à travailler. Le premier, c'est comment tu rends la boîte la moins dépendante du dirigeant. Parce qu'en fait, il faut que la boîte te survive et qu'un acquéreur puisse tout de suite, au cas où tu ne restes pas, trouver quelque chose dans lequel il peut s'intégrer. Et du coup, pour s'intégrer, le corollaire, en fait, c'est qu'il faut que la boîte soit le plus processée possible. C'est-à-dire qu'en fait, tous les process doivent être documentés pour qu'on puisse les transmettre à de nouvelles personnes qui peuvent être dans le groupe de l'acquéreur ou des personnes qu'on va être amenées à recruter, à former, à passer le moins de temps possible à les former aux méthodes internes et qu'on soit plus dans une culture orale, mais dans une culture écrite, ou en tout cas des choses puissent être très facilement transmises d'une personne à une autre pour que voilà, la croissance s'installe avec derrière des méthodologies utilisées par tout le monde. Ça fait sens, vu qu'il va y avoir un transfert de CEO essentiellement. Le CEO va partir de la boîte ou voilà, avoir un rôle différent. Il faut qu'on Alors, puisse survivre à ça. en général, le CEO reste un certain temps pour Certainement. accompagner, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose. Mais voilà, il faut que il faut que de toute façon, on puisse transmettre des informations. Et puis en fait, à partir du moment où la boîte est la moins dépendante du dirigeant, ça veut dire que la boîte est le mieux structurée, qu'il y a des personnes relais. Et du coup, c'est des personnes relais qui vont être interfacées avec un acquéreur ou avec des équipes d'intégration. Intéressant. Alors justement, moi j'aimerais que alors c'est intéressant que tu dis ça, que tu rebondisses par rapport à ton parcours, que tu puisses te présenter grâce à cette valeur que tu as ajoutée au début. Je pense que tu parles d'expérience. Qu'est-ce que toi, tu as fait justement pour vendre ta boîte? Est-ce que tu es passé par cette étape-là? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait, etc. Et comment est-ce que tu aides aussi tes clients? Donc ça va être la partie un peu plus introduction de l'invité. Je te laisse la parole pour rebondir là-dessus. Alors moi déjà, je vais me présenter un petit peu. J'ai 44 ans aujourd'hui, je suis papa de 2 enfants, j'habite Marseille depuis une quinzaine d'années. Et la boîte que j'avais montée, Stardust, je ne l'ai pas montée tout seul. Et d'ailleurs, heureusement, j'avais deux associés, puis à la fin une. Et on a passé différentes phases de scaling. Quand on l'a vendue, on était une centaine de personnes. On réalisait à peu près 6 millions de chiffres d'affaires. Et on avait la particularité d'être dans 3 grands sites. Marseille, où je suis basé, Montréal, où Delphine, mon associé, est basé, et puis Paris, où on avait des équipes, parce que quand on est en France, il faut être présent aussi à Paris. Notre métier, c'était une société de services spécialisée dans le testing des applications mobiles et des produits numériques. Et donc, on travaillait pour toutes les grandes marques. Et globalement, en fait, si tu analyses un petit peu a posteriori comment s'est passée la structuration de la société, il y a d'abord eu une première phase qui était une phase de je découvre le marché, je me fais référencer, je me présente et mon offre de service rencontre un besoin qu'ont mes clients. La deuxième phase de service, c'était comment cette offre de service, je la market de façon à ce qu'elle soit de plus en plus en adéquation au marché et qu'elle rentre aussi dans des cases que les gens ont l'habitude d'acheter. Et après, c'est comment je fais grossir cette offre de service. Et je dirais que la dernière phase, c'est même comment j'industrialise cette offre de service. Quatrième, deuxième phase. Nous, on a eu en plus la particularité, c'est qu'on a cherché à disrupter un petit peu ce qu'on pouvait être amené à faire. Et aujourd'hui, et quand on a vendu la société, on avait en gros un cinquième de la production qui n'était pas fait par des salariés de l'entreprise, mais qui était fait aussi par des personnes qui collaboraient avec nous à l'échelle internationale à travers une plateforme. Donc, moi, une chose que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que j'ai aussi bien une formation technique. J'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur en alternance.
qu'une formation commerciale où j'ai passé, d'ailleurs, j'ai quasiment dans ma carrière été tout le temps dans des rôles commerciaux. Et j'ai fait un petit passage en école de commerce, en master spécialisé pour justement découvrir ce qu'était un client et comment apprendre à lui parler. Bon, j'ai appris qu'on n'apprenait pas ça en école de commerce, qu'on apprenait de la stratégie et du marketing, mais ça m'a bien servi en fait dans mon passage de dirigeant. Ok. C'est intéressant parce que tu as le volet. J'ai aussi le volet technique et j'ai aussi le volet commercial. Effectivement, c'est le terrain de manière qui apporte le plus de concret après par la suite. Je n'ai pas complètement répondu à ta question, vu que tu m'as dit qu'est-ce que tu as fait. Moi, tu vois, je voilà, dirais ça t'a relancé. dans les 5 dernières années de Stardust, en fait, on a eu une chance énorme. Stardust, on a démarré en 2010, 2016, dans la même semaine quasiment. On a dû avoir 4 approches de groupes différents, de toute taille, qui étaient intéressés pour nous racheter. Alors qu'on avait, en gros, à part une où on avait, je ne vais pas dire sollicité, mais on était à l'initiative de la discussion. Les 3 autres, c'est pas nous qui sommes allés chercher les propositions. Et globalement, il n'y a aucune des offres qui allait jusqu'au bout, sachant qu'il y avait un groupe avec qui on discutait qui nous disait la question, c'est pas si on vous fait une offre, c'est quel montant on met sur le chèque. Donc toi, ça fait 5 ans, 6 ans que tu es en train de porter le dossier, tu commences à être un peu fatigué, tu te dis que tu passerais bien à l'étape d'après, tu vois aussi tes limites. La chance qu'on a eue, c'est que aucune de ces offres n'allait jusqu'au bout. Okay. Pourquoi j'ai une chance? C'est qu'en fait, ça nous a forcé à nous repositionner et à remettre en question ce qu'on voulait vraiment faire dans l'entreprise. Et à ce moment-là, on a fait un gros travail qui est le travail suivant, c'est comment je passe de la culture de la réaction, qui est en général celle que tu as en tant qu'entrepreneur jusqu'à 2-3 millions, à celle de l'anticipation, et qui est en fait la vraie passage et qui est le vrai phénomène d'accélération de la croissance. Pour croître, en fait, il faut que tu saches où tu vas, que tu connaisses que tu les définis et que tu as envie d'y aller. Donc, c'est vraiment trois points importants. L'envie étant probablement un des plus forts, mais surtout, il faut avoir les moyens. Et nous, tu vois, en fait, on a fait ce travail, c'était 2016, si ma mémoire est bonne. On a défini clairement où est-ce qu'on voulait aller, quelles équipes on devait recruter et quel poste on devait mettre. Et une des grandes décisions qu'on a prises et qui était probablement une des meilleures, c'est qu'à ce moment-là, on a recruté une DAF qui nous a aidé à avoir des indicateurs financiers clairs, précis. On a à ce moment-là fait une levée de fonds avec des personnes qui nous ont conseillé et challengé. Et puis, on a déroulé notre stratégie. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des moments qui se sont bien passés, il y a des choses qu'on avait marquées dans les PowerPoint qui se sont passées et d'autres qui ne se sont pas passées. Mais on a eu un cap, une vision, et c'est ça, en fait, qui nous a permis d'arriver à un moment ou à un autre à un exit. Parce qu'en fait, on avait structuré la boîte depuis 5 ans pour qu'en fait, elle soit vendable et désirable. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'on a eu quelqu'un qui a trouvé que la boîte correspondait à sa stratégie et était prête à avancer. Et nous, tu vois, la boîte, au final, on a vendu à une société américaine qui s'appelle CTG, Computer Task Group, qui était listée au Nasdaq. Et donc, du coup, ce processus de vente aussi, il a été très intéressant parce qu'il a eu des hauts, des bas. Le groupe qui voulait nous racheter a à un moment eu une OPA. On s'est demandé si ça allait avancer, pas avancer. Et d'avoir un banquier d'affaires qui nous a accompagnés dans ce processus, c'était très intéressant. Et moi, du coup, en fait, aujourd'hui, dans l'offre Scale to Sell, ce que je propose à mes clients, c'est de partir de la phase où le dirigeant se dit qu'à un moment ou à un autre, il devra vendre, et de l'accompagner jusqu'au moment où il choisit un banquier d'affaires. Et en ayant fait le travail qui est le suivant, c'est comment je rends la boîte désirable et comment surtout je m'assure que l'entreprise moi, je propose en fait de faire gagner entre 10 et 15% de valorisation, même je vise plus de 15 que 10. C'est en travaillant les 2 axes que j'ai dit tout à l'heure, comment la boîte est la moins dépendante du dirigeant, comment la boîte est le plus processée, et surtout comment on va dérisquer aussi beaucoup de choses qui ont pu se passer dans l'histoire de l'entreprise. Il y a des risques qui sont en général étudiés dans les phases de due diligence par des acquéreurs. L'idée en fait de l'accompagnement, c'est de les identifier le plus tôt possible, de les contingenter pour qu'en fait il y ait une petite chose qu'on ne connaît pas trop. On parle souvent du montant de la vente ou du montant du rachat, mais on ne parle pas trop des conditions. C'est les conditions parfois qui peuvent être pénibles. Il y a notamment ce qu'on appelle la garantie actif-passif.
Et c'est en fait l'objectif aussi des prestations, c'est de diminuer cette garantie actif-passif le plus possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette garantie actif-passif? Moi, je ne connais pas du tout, donc je t'avoue que ça Alors, va la m'intéresser garantie aussi. actif-passif, c'est ce que toi, en tant que vendeur, tu vas garantir à ton acquéreur comme étant les ressources propres et les risques connus de l'entreprise. Je vais te donner un exemple. Quand tu vends ta boîte, tu as un certain nombre d'employés, tu as un certain nombre de, je ne vais pas dire conflits, mais d'histoires avec certains. Tu vas garantir qu'il n'y a pas de risque lié à du travail au noir, qu'il n'y a pas de risque lié à des prud'hommes qui pourraient survenir. Voilà, c'est des choses comme ça. L'idée, c'est tout ce qui est antérieur à la date de la vente. C'est le vendeur qui le garantit, et tout ce qui est postérieur à la date de la vente, c'est à l'acquéreur d'emporter la responsabilité. Mais du coup, toi, tu vas devoir, en fait, en tant que vendeur, offrir une garantie à ton acquéreur sur cette partie-là, que ce soit aussi tes contrats commerciaux, s'assurer que tes contrats ont été bien rédigés, qu'il n'y a pas des choses que tu as faites pour tes clients qui pouvaient être soit répréhensibles ou soit que tu n'as pas délivré la qualité auquel le client s'attendait. Ok, donc c'est pour ça que si tu n'as pas, on va dire, c'est un peu comme quand tu construis une maison, si tu n'as pas les fondations solides et que tu n'as pas construit la bonne culture, les bons process, que tu n'as pas, t'as traité aussi toutes les affaires qu'il peut y avoir en interne. Alors, tu parlais de prud'homme, mais je pense qu'il y a évidemment bien d'autres cas. Si ça, c'est pas carré, au moment de la vente, déjà, est-ce que c'est possible de vendre une boîte quand on a toutes ces problématiques-là et qu'elles sont connues par l'acheteur? Et si oui, du coup, si toi, par exemple, François, imaginons que tu vends ta boîte et que tu as toutes ces problématiques-là et que tu arrives quand même à la vendre, c'est bien toi qui portes la responsabilité. Si par exemple, il y a des prud'hommes, c'est toi qui as signé. Comment ça se passe en fait, monsieur? Alors, je vais reprendre un peu la métaphore que tu as dit sur la maison. La maison, en fait, un bien immobilier, quand tu le fais construire, tu as une garantie décennale. Et ben en fait, tu vas avoir un peu le même principe dans le moment de vendre ton entreprise. C'est que tu vas garantir ce qui a été fait avant la vente. Comment on continue de l'expliquer? C'est que effectivement, comment ça va se concrétiser? C'est qu'en fait, cette garantie actif-passif, en général, c'est un montant, c'est une partie du montant de la cession. Donc, par exemple, la pratique, souvent, c'est que c'est 30%. C'est que tu garantis 30% du montant de ta vente à ton acquéreur. Et cette garantie-là, tu vas lui apporter une garantie de la garantie. C'est que, j'explique, tu vends 10 millions. Tu apportes une garantie en général à peu près de la pratique qui est de 3,3 millions. Donc, tu t'attends, en fait, l'acquéreur peut aller jusqu'à te demander 3,3 millions de retour au cas où la vente ou les opérations se passent pas bien. Et pour garantir que tu tiendras cet engagement, en général, il y a un mécanisme qui peut être soit un escroc, soit des dépôts bancaires qui correspond aussi de nouveau à un tiers en fait, de cette garantie. Donc, sur une vente que tu ferais à 10 millions, il y a 3 millions de garantie et tu vas laisser sur des comptes bancaires pendant une certaine durée, peut-être potentiellement 1 million, ce qui n'est pas une somme négligeable. Et donc, en fait, tout l'objectif de bien préparer et de contingenter ces risques, c'est de diminuer les justifications qui pourraient te dire j'ai besoin de 30% de 30% de garantie. Et du coup, en fait, plus tu diminues cette partie-là, plus mathématiquement, tu vas diminuer l'argent que tu vas devoir laisser en caution Sur le compte, à ton acquéreur. Ça fait sens. Et c'est pour ça aussi qu'on a intérêt d'avoir de la trésor de côté, de bien planifier sa gestion de trésor, parce que si, par exemple, on arrive à diminuer à un certain stade, mais il faut quand même qu'on mette un certain montant et qu'on n'a pas ce montant tout de suite, il y a quand même une gestion de la trésor à avoir. Alors ça, c'est plus la trésor personnelle et le patrimoine personnel du dirigeant qui impacte dans ce cas-là, vu qu'en fait, si tu prévois et puis après, c'est aussi tous les arrangements que tu peux avoir avec tes co-actionnaires. C'est qu'il peut, tu vois, moi, je vois dans le cadre de la vente de Stardust, la garantie actif-passif, elle n'a été portée que par les actionnaires impliqués dans l'entreprise, à savoir les associés. Les autres actionnaires qui étaient des sleeping partners et qui étaient juste là, enfin, pas juste là, mais qui étaient à nos boards, eux n'ont pas porté la garantie actif-passif. D'accord, ok. Donc, c'est assez logique parce qu'en fait, ils n'étaient pas à l'origine de la création de la boîte. Même pas de la création de la boîte, mais ils n'étaient pas à l'origine de la gestion de la boîte. Et c'est la gestion opérationnelle de l'entreprise qui justifie cette création de garantie actif-passif. Mais dans certaines négociations, tout le monde porte la garantie actif-passif. C'est là, après, ça dépend aussi des conditions à chaque fois du deal. Ouais.
Je vois un peu le rôle de la personne qui découvre, tu vois, tout ça, d'accord, pour quelqu'un qui justement veut en savoir plus. Du coup, c'était intéressant, tu disais justement le dirigeant porte une responsabilité un peu personnelle, de ce que j'ai compris, donc ça peut engager son patrimoine personnel. Alors, ça engage obligatoirement son patrimoine personnel ou ça engage aussi une partie de ce qu'il détient dans la boîte? Dans le cadre de la cession, et ça va dépendre vraiment des conditions à chaque fois de chaque deal, et chaque deal est unique, Ok, ça ne va en général que engager le patrimoine qu'il crée au moment de la cession de l'entreprise. On ne va pas aller lui d'accord. demander plus. Mais il peut y avoir certains risques juridiques que l'entreprise enfin, que le dirigeant a fait porter sur l'entreprise pendant ces actes de gestion qui sont soit du civil, soit du pénal. Et là, en tant qu'ancien dirigeant, l'État ou enfin, une cour de justice peut être amené à l'attaquer. Mais ce n'est pas lié à la vente en tant que telle. Il Hmm. aurait été toujours à la direction de l'entreprise, Oui, il y aurait le même problème. il aurait eu le même problème. Ouais, clairement. Ok, oh, c'est intéressant. Et toi, comment s'est passé? Alors, ça serait intéressant de détailler un petit peu comment s'est passé la vente avec le banquier. Est-ce qu'il y avait des choses justement que tu aurais voulu faire différemment? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on ne nous dit pas dans les clauses, tu vois, des choses à travailler un peu là-dessus, des petits insights. Et puis après, je te poserai d'autres questions pour avoir un peu les signes qui font qu'une boîte elle est prête justement à avancer sur ce processus. Et on rentrera un peu plus dans ces questions-là. Alors, moi, je pense que le choix du banquier est important. Ok, ouais. C'est un peu comme le choix du banquier, le choix de l'avocat, le choix du comptable dans la vie de l'entreprise. Moi, ma philosophie a plutôt été d'être avec des personnes adaptées en termes de taille. Hmm. Tu peux avoir un grand nom, mais si tu as un petit chez un grand nom, tu as un petit dossier. Ok. Quand tu es avec une structure qui a la bonne taille pour toi, tu joues plus, je ne vais pas dire que tu joues d'égal à égal, mais tu as les meilleurs de l'équipe qui sont en général sur ton dossier. D'accord, C'est ok. comptable, c'est vrai pour ton avocat, et du coup aussi, il faut que ça soit le cas pour la structure qui va te suivre et qui va t'accompagner dans le processus de vente. Euh, le processus de vente, pour toi, tu en vas vivre un, deux, peut-être trois dans ta carrière. Le banquier, il va en vivre tous les jours. Et du coup, en fait, autant avoir quelqu'un pour qui ton dossier est important. Si c'est une grosse structure qui a l'habitude de traiter aussi bien des deals de plusieurs milliards que des petits, enfin, et que toi, tu as un petit deal de quelques millions, je ne veux pas dire que ça va le faire, parce qu'en fait, tu peux tomber sur une personne extraordinaire qui croit vraiment en ton dossier, mais tu n'es pas dans leur cœur de cible et les acquéreurs qui vont traiter ne sont pas forcément dans leur cœur de cible. Après, il y a des exceptions. Si tu es dans du domaine de deep tech et qu'en fait, derrière, tu vas devoir travailler avec des corporates qui font de l'acquisition, que tu fais, toi, pas forcément beaucoup de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, c'est peut-être bien d'être avec un gros. Voilà, mais c'est plutôt de l'exception qui confirme la règle plutôt que la majorité. Il faut bien se rappeler aussi une chose, c'est que la majorité des entreprises en France qui se vendent ne sont pas des startups, ne sont pas des entreprises technologiques et ne sont pas forcément sur des gros chiffres aussi. Voilà. Hmm. Moi, aujourd'hui, j'accompagne dans mes différents programmes des dirigeants, en gros, qui vont entre 500 000 euros de chiffre d'affaires et 30 millions, mais j'ai différents programmes pour les accompagner. Des dirigeants qui sont, on va dire, dans des fourchettes basses de chiffre d'affaires, c'est plutôt de l'échange one-to-one. Quand pour les personnes qui veulent se structurer et préparer en fait une vente d'une boîte qui fait déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires, qui a rencontré son marché, qui est dans une phase d'accélération de la croissance. Là, j'ai un programme qui s'appelle One Step Forward, qui est un programme d'accompagnement en groupe pendant 1 an où on va faire des cohortes de 10 dirigeants qui se préparent, alors 10 dirigeants qui sont pas concurrents, ça c'est une chose qui est importante, Hmm. qui travaillent en groupe, suivant un mode où on se rencontre une fois par mois, soit en visio, soit en présentiel, pour travailler 12 thèmes différents qui vont être liés à la croissance et au projet de cession éventuel de l'entreprise. Parce qu'il faut bien penser aussi qu'il y a une chose qui est, et ça fera un peu la transition par rapport à ta question suivante, c'est quelles sont les motivations du dirigeant à céder. Est-ce que Hmm. peut céder parce qu'il sait qu'il est à bout? Est-ce qu'il veut céder parce qu'en fait, il a plus d'énergie? Est-ce qu'il veut céder parce qu'il pense que son marché est arrivé à maturité? Est-ce qu'il veut céder parce qu'il pense ne plus être la bonne personne? Il y a plein de raisons différentes. Hmm. En fait, c'est un vrai point à faire et c'est là aussi où
les programmes que je propose permettent de se poser, c'est pourquoi je vais aller à cette étape-là. Ça, justement, ça serait intéressant que tu creuses le sujet parce que j'ai vu passer une vidéo YouTube la dernière fois d'un mec qui a vendu une boîte de software aux États-Unis, s'appelle Taylor quelque chose. Et le mec a 23 ans, il a vendu sa boîte 30 millions et en fait, il est arrivé, il s'est dit, OK, je pense avoir apporté ce que je pouvais à la boîte. Je ne ressens pas forcément de motivation à aller plus loin. Je pense avoir accompli ce que je devais faire. Il vend sa boîte et 2 semaines après, il fait une vidéo YouTube. Alors, il est très connu, il a 200 000 abonnés, il parle d'entrepreneuriat depuis longtemps. Et il dit je fais la dépression post-réussite parce que quand je suis arrivé au sommet de l'Everest, je ne trouve plus de sens à ma vie, tu vois. Et c'était vachement intéressant, tu vois. Je vois de qui tu parles. J'ai perdu le nom de la boîte aussi. Moi, je peux te dire que j'ai vécu. Je l'ai vécu parce que j'étais très mal préparé personnellement. Et j'ai fait beaucoup de conneries post-vente. Certaines que je regrette tous les jours, voire même toutes que je regrette tous les jours. Mais je pense en fait que je ne m'étais pas assez posé ces questions de pourquoi je vends. J'en avais une réponse qui était évidente. J'avais une réponse qui était évidente, c'est que on était à un cap de croissance et que l'adossement industriel était la meilleure solution pour moi progresser en tant que dirigeant. J'avais atteint mes limites de management, je pense, depuis un certain temps. Et une des choses dont je n'avais pas conscience et où personne ne m'a dit clairement les choses, à une exception ou 2 exceptions près, mais pas de façon insistante, c'est que j'étais fatigué. Et qu'en fait, tu as beau avoir des associés, tu restes très seul en tant que dirigeant. Je pense que tous les associés, quoi qu'il se passe, chacun a sa propre solitude à un moment ou à un autre. Moi, la fatigue que j'avais, honnêtement, j'en ai pris conscience 1 an après. Après que j'étais arrivé en burn-out, qui disait pas non. Et il a fallu que je commence un travail avec une psy pour en prendre vraiment conscience. Moi, dans mon podcast, les interviews Scale to Sell, je pense qu'il y a 2 tiers des invités qui ont vendu leur boîte, qui m'ont dit qu'ils avaient fait une dépression post-vente, hein, pour la petite anecdote. Ah ouais, ça me surprend pas. Soit ils le disent dans leur témoignage, soit ils le disent en off. Mais il y a 2 tiers qui ont vécu un moment dépressif. Peut-être pas forcément une dépression, mais un moment dépressif. Moi, je l'ai vécu clairement. J'ai fait plein de conneries. Je me suis brouillé avec des personnes avec qui je regrette de m'être brouillé pour des raisons bêtes. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui arrivent à ce moment-là. Moi, une des choses qui est arrivée, c'est que je n'étais pas préparé à 2 choses. Je n'étais pas préparé, c'est que le projet tel qu'on l'avait prévu, c'est pas déroulé du tout de cette façon-là. Moi, c'était projeté dans ma tête. Moi, j'ai vendu un groupe américain piloté par des Belges. Dans ma tête, je me suis préparé à aller 1 fois par mois en Belgique, 1 fois par trimestre aux États-Unis. J'ai passé 2 jours au Luxembourg dans les 20 mois d'accompagnement. Parce qu'il y a eu un petit changement au programme qui s'est appelé le Covid, qui a complètement remis en question les choses. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Du coup, je pense que j'ai lâché les rênes bien trop vite et sans en avoir conscience. Et il y avait beau des personnes qui me disaient « mais t'es sûr que tu es encore impliqué ?» Je leur disais « oui, je suis encore impliqué, il n'y a pas de doute et tout ». Alors qu'en fait, factuellement, après avoir commencé à discuter avec la psy, je me suis aperçu que ça faisait longtemps que j'avais lâché l'affaire. Et je ne voulais pas le voir. Et je ne voulais pas que les gens le voient surtout. C'est ça le plus important. C'est que tu te mens à toi, tu te mens aux autres et tu vas dans une direction qui n'est pas la direction sur laquelle tu t'es engagé, mais tu ne veux pas le voir. En fait, ton inconscient l'a déjà traité, mais consciemment, tu es dans le déni, en fait, d'une certaine façon. Un déni total. Moi, j'ai été dans un déni total pendant 20 mois avant de partir vraiment. Et j'ai quitté l'entreprise 6 mois après avoir débuté le travail de consultation d'une psy. Et je pense que j'ai vraiment pris conscience de ma fatigue à ce moment-là. Mais j'ai fait vraiment toutes les conneries possibles, imaginables à ce moment-là. D'accord. Et tu vois, tu as beaucoup d'entrepreneurs, et je pense que j'étais le cas, c'est que tu n'as pas d'argent, tu n'as jamais eu d'argent pendant les 10 ans, tu as vécu avec un bon revenu, je ne veux pas me plaindre, mais comparativement à ce que tu peux espérer et ce que tu gagnes à ce moment-là. Et en fait, l'argent, tu le gagnes, tu trouves des moyens d'en gagner plus, et tu n'as plus aucun respect de l'argent à ce moment-là. En tout cas, c'était mon cas. J'ai gagné à ce moment-là des sommes folles en faisant des placements, en faisant du trading, voilà, et je n'avais plus aucun
respect pour ce qu'était l'argent. Et l'argent était presque devenu le centre de ma vie, alors que je m'en fous, en fait, dans la vie. Ouais. Oui, l'argent, en fait, c'est une énergie qui te permet d'obtenir ce qui est la conséquence de l'argent. C'est la liberté, la santé, le bonheur, enfin bref. Ça permet de faire plein de choses. Moi, je sais que j'ai gâché beaucoup d'argent. C'est pas un secret, hein. J'ai perdu 50%, voire plus, de mon patrimoine en faisant des conneries et des mauvais investissements. Donc, c'est assez intéressant. J'avais regardé une statistique. Je crois que c'est les joueurs de NBA. Je crois que 7 ou 8 personnes sur 10 perdent quasiment l'intégralité de leur fortune après la fin de leur carrière. Et ça nous ramène à la terre vraiment. Et je l'ai vu beaucoup dans l'entrepreneuriat aussi. C'est montagnes russes. Tu sais, parce que tu as une grande phase de progression, parce que tu génères beaucoup d'argent. Et si tu n'as pas suffisamment travaillé personnellement ou ton inconscient ou des choses comme ça, tu as vraiment ce karma qui vient te reprendre, qui t'apprend une leçon jusqu'à ce que tu apprennes, en fait, tu vois. Et après, ça remonte, tu vois. Et c'est assez marrant, tu vois. Complètement. Et je pense aussi, il y en a qui gèrent bien les choses. C'est la Française des Jeux. Non, mais ils ont réussi à mettre en place des cellules de soutien Tout à fait, auprès ouais. des grands gagnants et qu'en fait, les grands gagnants ont besoin d'être accompagnés parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, ça change complètement leur vie et ils n'étaient pas du tout préparés. Et à la différence d'un entrepreneur qui s'est préparé quand même à un moment ou à un autre, qui a travaillé et qui s'est préparé aux conséquences de ce gain, le gagnant du loto, lui, il n'a rien demandé. C'est un bon comparatif, hein. Et ben justement, imaginons que tu te retrouves face à ton toi d'avant. Quelles auraient été les erreurs clés que tu aurais voulu éviter et comment tu penses que tu aurais pu faire changer ton état d'esprit? Parce que je pense que ça parlera à beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'enverrai cette vidéo en plus à certains de mes clients qui sont, je pense, confrontés dans la même phase que toi. Et certains sont passés par la même phase que toi. Donc, ça peut être intéressant d'avoir certains déclics. Alors, moi, je pense qu'on va parler de plusieurs sujets. Le premier sujet, qui est le sujet de structuration de l'entreprise pour se préparer à la vente. Je pense que si tu n'es pas capable de prendre une journée presque toutes les semaines ou une demi-journée toutes les semaines pour prendre du temps pour toi, mais uniquement pour toi, pas pour ta famille, pour toi en tant qu'entrepreneur, à déconnecter, à aller jouer au golf, à aller faire des choses que je n'ai jamais été capable de faire. Hein. Donc voilà. Ouais, j'ai vécu l'erreur aussi, moi. Donc, Voilà, je trouve que c'est une grosse erreur et qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'en tant que dirigeant, si tu n'as pas une demi-journée dans laquelle tu peux passer du temps pour toi, uniquement pour toi, sans avoir ton téléphone et sans répondre à des urgences, c'est que ta boîte, elle n'est pas organisée comme il faut. Et qu'en fait, tu es au service de ton entreprise plus que l'inverse. Bon, de toute façon, je pense que l'entrepreneur est au service de l'entreprise. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, il en est un esclave. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est est-ce que réellement, j'ai aujourd'hui organisé ma boîte de façon à ce que j'ai au moins une demi-journée par semaine où je peux partir tranquille. On va dire que si tu poursuis le trait, c'est est-ce que je peux partir une semaine en vacances sans être scotché à mon téléphone en permanence. Ce n'était pas mon cas non plus. Voilà. Pour pas dire que c'était tout l'inverse. Après, tu peux être amené à te poser la question aussi, c'est pourquoi je me sens aussi important et je me sens besoin d'être connecté à l'entreprise. et dans la réactivité surtout. Et dans la réactivité. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent… Mais voilà. Donc, pour en revenir, c'est qu'après, il y a peut-être des raisons intrinsèques à toi et à ta personnalité qui font que tu as besoin, en fait, de cette connexion à l'entreprise. Alors, j'ai un petit invité qui est ma chienne, qui a décidé de venir me challenger parce que je parle. Je ne sais pas si ce que je dis lui fait écho. Donc ça, c'était la première grande erreur, je dirais. Voilà. Je pense qu'un coaching ou avoir quelqu'un qui n'est pas de biais, on n'en a pas parlé, on en a parlé en intro tous les deux. Ouais, on en revient à ça. Ouais. En tant qu'entrepreneur et en tant que dirigeant, et même je dirais qu'en tant qu'humain, les personnes qui sont autour de toi n'ont pas toujours le même intérêt que toi et ont des biais. Tu peux partir du principe que déjà les personnes dans ta famille te voient passer beaucoup de temps et elles ont un biais au moment de la session ou d'un projet de session ou de ta vie d'entrepreneur qui est j'aimerais plus te voir. Ouais. Et donc en fait, elles vont encourager ces décisions-là. Tes actionnaires peuvent avoir un autre biais qui est celui de maximiser leur investissement. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir aussi d'autres biais qui vont impacter en fonction de ton histoire, de là d'où tu viens, de ce que tu as envie de faire, de la façon dont tu vois la vie, qui vont impacter cette partie-là. Donc, je pense qu'avoir des personnes
qui sont soit des psys, soit des coachs, qui te font réfléchir, qui discutent avec toi, qui peuvent être un sparring partner, pour débiaiser, on va dire, ta prise de décision, c'est quelque chose de très important. Moi, je sais que tu vois, j'avais une relation avec mon associé qui était géniale, dans le sens qu'en fait, on avait un point par jour à peu près. Comme elle habitait à Montréal et que moi j'étais en France, c'était en plus à des horaires très décalés. Et ça me permettait de voir les choses autrement. Mais pour autant, elle avait un biais d'associé. D'avoir quelqu'un complètement externe, je pense que je ne l'avais pas fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses, déjà que moi je fais pour certaines personnes que j'accompagne. Mais moi, aujourd'hui, je me fais accompagner par 2 psys et je vois régulièrement des personnes qui sont dans des rôles de mentor ou de coach. Là, tu prêches un convaincu, hein. C'est-à-dire, on en parlera peut-être à un autre moment, parce que ça ne fait pas l'objet d'interview, mais moi, je sais que j'ai été sportif de haut niveau pendant longtemps, de beaucoup de compétitions, et on a toujours besoin de quelqu'un qui identifie des choses que nous, on ne voit pas. Tu vois, parce qu'on a toujours les biais, ok, on se voit dans notre propre corps, mais on a besoin de cet élément qui, de préférence, doit être rationnel, hein, qui voit les choses telles qu'elles sont, tu vois, pour pouvoir avancer. D'ailleurs, c'est ce que je voulais transitionner par rapport à comment toi tu audites une boîte, parce qu'on sait très bien que dans l'entreprise, ce qui parle, c'est les faits, c'est les chiffres, c'est le rationnel, et comme justement les biais, les émotions, tout ça sont des choses qui sont variantes et qui en plus sont propres à chacun. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les faits. Ok, la boîte, elle fait combien de CA, c'est quoi les process, ok, est-ce que cette personne-là, elle est au bon poste, etc. Comment est-ce que toi, tu identifies justement sur la partie opérationnelle? Alors là, on a parlé surtout du côté leadership, l'entrepreneur, hein, parce que c'est lui qui porte la boîte. Donc, dans tous les cas, son leadership et sa présence est très importante. Mais maintenant, si on descend d'un niveau dans la pyramide, d'accord, un peu plus dans l'opérationnel, comment est-ce que toi, tu aides une entreprise à fixer, par exemple, sa culture d'entreprise, à fixer ses process, à fixer peut-être la partie vente, peut-être que c'est les commerciaux qui ne fonctionnent pas, qui font pas assez de reporting, qui font pas assez de volume, qui sont pas, le process de commercial n'est pas clair. Comment est-ce que toi, tu aides dans le niveau en dessous de la pyramide? Alors moi, j'ai théorisé un framework d'analyse qui s'appelle Scale, qui est un framework purement perso et qui repose sur beaucoup de bon sens. Le Scale, le S, c'est déjà pour tout ce qui est stratégie, système et procédure. Où est-ce que j'en suis de ma stratégie? Est-ce que je sais l'expliquer? Est-ce que des personnes qui sont 2, 3, 4 niveaux en dessous de moi savent l'expliquer et dire où l'entreprise va? Ça, c'est de la base. Deuxième, système et procédure, est-ce que tout le monde sait comment fonctionne l'entreprise et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tout le monde est au courant de quelle est la procédure à appliquer quand je veux un truc de base, demander un congé, demander de me faire rembourser un frais? Tout le monde ne le sait pas toujours. Et il n'y a pas forcément les outils qui me permettent de le faire. Mais des procédures auxquelles on pense un peu moins, c'est est-ce qu'il y a un plan de transition au cas où mon numéro 2 passe sous un camion? C'est un truc bête et méchant, mais le plan de transition, c'est une des choses qui va rassurer des partenaires à différents moments de ta vie. Que ce soit des actionnaires qui vont te demander ouais, tu as prévu quoi en cas de Black Swan? Et je reviendrai d'ailleurs sur le cas du Covid. Mais demain, tu as un acquéreur. Si tu n'as pas ton plan de transition par rapport aux personnes qui sont en dessous de toi, qui peuvent te remplacer, qui travaillent, ça peut être compliqué. Donc, c'est des procédures comme ça qui sont intéressantes à regarder. Le C du framework Scale, c'est tout ce qui est cohésion et communication. Comment l'information circule dans l'entreprise et est-ce que cette circulation d'informations crée de la cohésion entre les équipes ou est-ce qu'elle crée, au contraire, des distensions? Le grand cas classique, c'est j'ai des équipes opérationnelles qui ne fonctionnent pas en lien avec les commerciaux. J'ai des commerciaux et du marketing qui se tirent la bourre. C'est la faute du marketing si je ne traite pas assez de leads et c'est la faute des commerciaux si les leads qu'on leur donne ne sont pas bien traités. Je reste dans la caricature. Ouais. Voilà. Le A du framework Scale, c'est tout ce qui est actif. Quels sont les actifs de l'entreprise, de quelle façon on les valorise? Et est-ce qu'on a conscience de tous les actifs que l'entreprise a créés? Que ce soit en termes de capital humain ou soit en termes de propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut être amené à faire dans l'entreprise qu'à un moment ou à un autre, on va pouvoir valoriser d'une façon différente, de façon à ce que l'entreprise soit mieux valorisée. Je pense à plein de propriétés intellectuelles que l'entreprise crée, qui pourraient déboucher sur des brevets, qui pourraient déboucher sur des licences, qui peuvent déboucher sur d'outils internes qui peuvent devenir des produits qu'on est amené à spin-offer et à vendre. Voilà, ça, c'est de la création d'actifs qui est souvent maltraitée. Ensuite, il y a tout ce qui est L, c'est le leadership.
comment les décisions sont prises dans l'entreprise. Il y a le dirigeant qui prend une décision, mais le dirigeant, il est là avant tout à donner un tempo. Les personnes qui prennent les décisions, normalement, c'est les personnes qui sont en dessous de lui. Lui, il n'est là qu'à s'assurer qu'elle corresponde à la cohérence de sa stratégie, mais il n'est pas forcément là à prendre les décisions. Donc, quel est le schéma de leadership qu'il y a dans l'entreprise? Est-ce qu'il est assumé correctement par les personnes? Et est-ce que les décisions sont prises à chaque fois de façon individuelle ou de façon collégiale en fonction de la stratégie? Donc, ça. Et après, le dernier point, le E, c'est employé, engagement et alignement. Est-ce que ce que j'ai mis en place dans l'entreprise, les employés le partagent? Est-ce que ça crée de l'engagement de leur côté et est-ce que c'est aligné avec leurs valeurs? Et en fait, ça va boucler aussi sur la culture de l'entreprise. Moi, la culture de l'entreprise, j'aime bien la définir par c'est la façon dont les gens se comportent quand le dirigeant n'est pas là. Et est-ce que la façon dont les gens se comportent quand le dirigeant n'est pas là correspond à moi, en tant que dirigeant, mon propre système de valeurs? Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est savoir si aussi l'entreprise que tu as créée, elle te ressemble ou elle ne te ressemble pas. Et du coup, l'entreprise à laquelle tu vas devoir t'adosser, est-ce qu'elle correspond à ton système de valeurs ou est-ce qu'il y a un système de valeurs complètement différent? Tu vois, j'interviewais la semaine dernière Maxime Topolov d'Adiax qui s'est marié à Smile. Et en fait, il disait qu'à la fin, c'était qu'une question d'humain et je suis complètement d'accord avec lui. Ils avaient beau avoir regardé les implantations géographiques, les technologies utilisées, les façons dont des personnes travaillaient, en fait, à un moment ou à un autre, ils n'avaient pas vu un petit truc qui fait que l'intégration s'était globalement bien passée, mais qu'elle aurait pu encore mieux se passer s'ils avaient traité en fait cette façon-là. D'un côté, il y avait un système qui était plutôt un système de prise de décision pyramidale. De l'autre côté, il y avait beaucoup d'indépendance dans les personnes. Ils s'en étaient pas aperçus, ou en tout cas, ils avaient négligé cette partie-là dans les phases de préparation d'intégration. Et ça avait créé des frictions à un moment ou à un autre. C'est intéressant, ça va. Justement, quels sont, toi, les signes révélateurs, justement, d'un manque de cohésion ou de cohérence au sein des employés, d'une équipe dirigeante, puis comment y remédier, en fait, efficacement pour que la culture d'entreprise soit forte lors des phases de croissance? Moi, je pense qu'il y a une question qu'on ne pose pas assez, c'est pourquoi les employés quittent l'entreprise. En général, celui qui quitte l'entreprise, c'est le paria, c'est le mauvais, il n'a pas compris, c'est un imbécile. Si tu ne poses pas la question de pourquoi tu quittes l'entreprise, tu ne sais pas pourquoi ton entreprise se limite dans sa croissance. C'est clair. Est-ce qu'il quitte l'entreprise pour une question de salaire? Si c'est une question de salaire, ça te met à te poser des questions. Parfois, tu peux faire des choses, mais c'est rarement qu'une question de salaire. C'est pas l'impression d'être assez grand-chose. J'ai pas l'impression d'assez avancé. J'aime pas les personnes avec qui je travaille. J'aime pas l'ambiance ou voilà. J'aime pas le lieu dans lequel je travaille. Donc, pose-toi la question de pourquoi les gens quittent ton entreprise. Si tu es une ESN et que les personnes te quittent pour aller travailler chez le client final, il n'y a pas de vraie question. Mais si les personnes te quittent pour aller travailler dans une boîte qui n'a rien à voir, il y a peut-être des vraies questions à se poser. Est-ce que tu leur proposes quelque chose? Est-ce que tu proposes quelque chose qui est en lien avec l'ADN de ta boîte ou en tout cas la différence entre les valeurs réelles et les valeurs perçues? Je pense qu'il y a aussi une deuxième chose qu'il y a à faire, c'est, on a dit pourquoi les gens partaient, c'est pourquoi les gens restent. Parfois, les gens restent pour de mauvaises raisons, aussi bien de leur côté que de ton côté. Et tu peux avoir des vraies raisons et des raisons valables parce qu'elles trouvent un sens, mais après, il y a des gens qui restent quand ils sont complètement démotivés et ça, c'est pas une bonne chose. Et puis, en fait, je dirais que dans le pourquoi les gens, enfin, je dirais qu'il y a encore un autre point, c'est qu'est-ce qui vous a étonné, vous qui êtes arrivé depuis peu, qu'est-ce qui vous a étonné dans le fonctionnement de l'entreprise en façon positive et en façon négative? Et ça demande aussi d'avoir créé un cadre dès le début, dès les premiers entretiens, qui fait que les gens ont envie de se livrer sur leur ressenti réel et pas juste dans un ressenti factice. C'est tellement vrai, ça. Je l'ai tellement constaté à la fois chez des clients, mais même en interne. J'ai fait des erreurs, moi, de recrutement, etc. Et des fois, les gens peuvent rester pour les mauvaises raisons, effectivement, parce que ils sont dans une forme de répétition, de OK, je vais avoir mon salaire, de sécurité, etc. Mais au final, déjà, ils ne sont pas forcément sur le bon poste et ils ne tiennent pas forcément les KPI. Et puis, finalement, ils sont plus un boulet, malheureusement, alors pas dans le sens humain, mais dans le sens dans l'efficacité opérationnelle. Ils sont des alliés, en fait, et ils correspondent même parfois plus aux valeurs de l'entreprise dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est très dur de dire à quelqu'un, tu n'es plus à ta place. Que ça, en tant que, voilà. J'ai dû le faire il y a quelques jours, moi, personnellement. Donc,
Vas-y, je te le laisse. Je pense qu'en tant que dirigeant, c'est dur. Ouais. Qu'en fait, il y a naturellement chez beaucoup de personnes une aspiration à devenir manager. On a énormément valorisé le manager et le rôle de manager dans l'entreprise, sauf qu'en fait, c'est une connerie pour moi. C'est un rôle difficile, hein. C'est un rôle difficile. Tout le monde n'est pas prêt à être manager. Je suis un très mauvais manager, pour être très clair. Je pense être un bon leader, mais un très mauvais manager. Je dirais qu'il y a une des choses qu'on ne valorise pas assez quand on progresse dans sa carrière, en tout cas qui est mal fait dans les petites entreprises, peut-être un peu mieux dans certaines grosses entreprises, c'est valoriser l'expertise. En fait, pour moi, tu peux progresser dans ta carrière dans deux directions, soit dans un rôle de plus en plus managérial, soit dans un rôle de plus en plus d'expert. Après, ça te demande à toi et à l'entreprise aussi d'avoir la capacité à préparer ton expertise future. Si tu es expert sur quelque chose qui, dans 6 mois, est disrupté ou dans 1 an est disrupté par de l'intelligence artificielle, c'est te mentir que de te dire que tu vas t'épanouir dans de l'expertise. Par contre, te faire progresser, te faire aller sur des rôles transverses d'experts, peut-être plus métier plutôt que d'experts techniques, là, ça a du sens et ça crée du sens aussi chez les employés. Moi, tu vois, j'ai très mal géré. Une des choses que j'ai très mal géré, c'est j'avais quelqu'un qui aspirait à devenir directeur commercial, mais qui n'en avait pas, qui était une bonne commerciale, qui avait beaucoup d'énergie, qui faisait beaucoup de ventes sur sa personnalité, mais qui n'avait pas la capacité à fédérer les équipes commerciales. Je pense que par manque de courage, parce que c'est facile, je lui ai jamais dit les choses en face, de dire non, tu n'es pas la bonne personne pour devenir directeur commercial. Tu laisses prendre une certaine part du rôle, là, ça se passe bien, ça se passe moins bien, du coup, il y a des frustrations et tout. Et en fait, on a souvent du mal à dire ces choses-là. Alors qu'en fait, il faut avoir le courage de dire non, tu n'es pas à ta place, et ta place, ça sera plutôt d'être l'expert sur telle partie que d'être le manager de ces personnes-là. Ça demande un certain courage intrinsèque. C'est vraiment difficile. On a peur de frustrer la personne et de la perdre aussi, c'est normal. Hein. Elle a été formée. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des cultures des personnes. Les Nord-Américains sont très adeptes de la méthode sandwich et savent lire entre les lignes. Quand nous, en tant qu'Européens, quand on nous fait un bon sandwich, donc c'est-à-dire quelque chose de positif, quelque chose de négatif, nous, on retient que le côté positif. Hein. On ne retient pas le truc négatif du milieu, qu'on vous a dit, qui était une façon politiquement correcte de te faire passer un message. En tant qu'Européen et de latin en particulier, tu ne le vois pas. Bon, c'est intéressant. J'aimerais revenir sur une note alors, tu parlais de Black Swan, c'est très intéressant. Prenons des boîtes qui se sont développées pendant les années 2000 avec les technologies. On a vu beaucoup de boîtes qui se sont crashées parce qu'ils n'ont pas pris le train d'Internet. On voit la même chose potentiellement avec de l'IA, même des micro SaaS qui aujourd'hui étaient lancés sur ChatGPT. Il suffit que ChatGPT lance une feature et que ça fasse couler leur SaaS parce qu'ils étaient globalement en concurrence sur la même feature. Comment est-ce que toi, tu anticipes, même pour tes clients, un Black Swan, que ce soit le Covid, que ce soit un changement de technologie, un changement de marché, bref. Comment est-ce qu'on peut anticiper ça, même si c'est quasiment impossible, on n'a pas de boule de cristal en fait. Le Black Swan, par définition, il est impossible à anticiper. Par contre, il y a une question qui est les signaux faibles. Moi, je vais te dire une chose, c'est que le jour où on nous a annoncé un jeudi soir que le mardi suivant, tout le monde passait quand on était confiné, on était prêt. On était prêt pourquoi? C'est que, et ça dépend d'une chose, de deux choses. C'est le niveau d'indépendance que tu laisses à tes managers intermédiaires. Moi, pourquoi j'étais prêt? C'est que j'ai une de mes managers intermédiaires qui est une fille géniale, qui est, on va dire, qui a des tendances hypocondriaques, qui a son père qui était médecin, qui a vu que son père avait de plus en plus de personnes qui avaient des grippes. Et elle nous a dit, il va y avoir une merde dans 2 mois. Achetons des ordinateurs portables pour tout le monde. Et en janvier, on a acheté des ordinateurs portables pour tout le monde. Incroyable. Voilà. Et on lui a fait confiance. Ouais. Et quand il n'y avait plus d'ordinateurs portables sur le marché à l'achat, nous, on avait nos ordinateurs portables et nos salariés étaient chez eux et étaient capables de travailler. Après, on a eu un gros coup de chance là-dessus. Mais je dirais que voilà, il faut avoir des managers à qui tu fais confiance et qui sont connectés à la réalité. Et c'est ça aussi une chose importante, c'est que malgré tout, quoi qu'il se passe, il faut avoir des personnes qui sont dans de la veille. Et la veille, elle est technologique, mais elle est aussi sociétale par moment. C'est vachement intéressant. Alors déjà, c'est vraiment un sacré coup de chance ou coup du destin, je ne sais pas, mais
moi, j'ai une question, parce que j'ai souvent la question quand je discute avec des gens sur LinkedIn ou un peu partout. Quel est ton avis sur le full remote? Parce que je me doute que vous avez été tous en remote chacun. Donc, le full remote, c'est vraiment chacun chez soi, on bosse sur son ordi, l'entreprise est délocalisée, enfin, chacun chez soi, en distanciel, cherchez le mot. Nous, par exemple, on est full remote. On n'a personne en présentiel, l'entreprise est full remote. Euh, Comment est-ce que toi, tu abordes ça et quel est ton avis là-dessus? Alors, je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ont mis ça en place et je l'ai vécu aussi à un moment ou à un autre. Je pense qu'en fait, tu as des boîtes qui sont full remote depuis le jour zéro Mhm. et qui réussissent très bien. Tu en as qui deviennent full remote, tu en as qui croient au remote sans y croire et tu en as qui croient au présentiel sans y croire aussi. Mhm. Moi, ma philosophie, elle est plutôt que tout dépend de ton métier, tout dépend de ton rôle, mais il faut avoir des rituels. Ces rituels, ils peuvent se passer en remote, comme ils peuvent se passer autour d'une machine à café. Si tu es capable, dans ton management, dans ta façon d'interagir avec les autres, de te connecter pendant une demi-heure avec quelqu'un, de discuter, de raconter des conneries, de raconter ta vie en visio, ça permet de créer, de recréer, on va dire, du lien. Voilà. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de clients, je les ai jamais rencontrés aujourd'hui. Ouais, pareil. Je suis jamais allé dans leurs locaux. Pourtant, je connais toute leur vie. Pareil. Voilà. Par contre, il y a des personnes qui t'arrivent pas à faire cracher moins de pastilles, moindre information, et que si tu vas pas les rencontrer, ça sera compliqué d'arriver à créer de la confiance. Parce qu'en fait, derrière tout ça, c'est une question de confiance. Le remote, pourquoi aujourd'hui des gens doutent du remote? C'est parce qu'en fait, soit ils n'ont pas confiance dans le fait que les gens travaillent quand ils sont à distance, soit ils n'ont pas confiance dans les gens tout court. Donc moi, je pense que la vraie question du remote, elle est à ce niveau-là. Mhm. C'est de quelle façon de quelle façon la culture, la confiance est dans ta culture d'entreprise. Est-ce que tu fais une confiance a priori ou a posteriori? Nous, tu vois, chez Stardust, les premières années de télétravail, il y avait un jour puis 2 jours et ça se gagnait par l'ancienneté. On avait, quand tu avais 1 an d'ancienneté, je crois que tu avais un jour de télétravail, puis quand tu avais un certain nombre d'années d'ancienneté, tu en avais 2. Mhm. C'était une confiance a posteriori. Je pense que ça a changé depuis. Là, je parle de 2016, 2017, 2018 dans ces Mhm. périodes-là. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt tendance à aimer de travailler en remote parce que ça me permet d'être plus efficace. Mais par contre, je sais que le temps que je ne passe pas dans les transports, je passe à créer de la relation par des discussions et des small talk en visio, comme on a pu le faire la dernière fois tous les deux. Carrément. Bah, tu prêches un convaincu, hein. Nous, on est full remote. Et tu vois, tu parlais d'habitudes, de petits rituels. Nous, on en a plusieurs. Par exemple, on a un canal. Alors, je sais pas si c'est vraiment si légal que ça, mais en gros, on a un canal où est-ce que je demande aux personnes de l'équipe, OK, c'était quoi vos engagements pour cette année? Ah, bah, moi, je vais faire du sport, moi, je veux bien manger, etc. OK, envoyez-moi des photos à chaque fois que vous allez à la salle. Envoyez-moi des photos à chaque fois que vous mangez le repas que vous avez dit que vous vouliez manger. Donc là, par exemple, on en a 4 dans l'équipe qui font du sport. OK, nous, on y va 3 fois par semaine. Bah, envoyez-moi 3 fois par semaine dans le canal vos photos au sport. Il y a un espèce de canal comme ça qui s'appelle Accountability, dans lequel nous, vraiment, la culture d'entreprise, c'est la discipline. Tu vois. Donc, ils envoient les photos ils sont disciplinés. Chaque jour, on a aussi un day focus. Donc, un canal sur Discord. OK, day focus. Quelles sont les tâches du jour? Quelles sont les priorités? Les tâches à traiter par urgence? Quelles seront celles de demain? Donc, c'est une espèce de check-in. On a un check-in, check-out et suivi des tâches en plus du logiciel de suivi des tâches. Et on a ces moments de lien aussi plusieurs fois dans la semaine, parce qu'on discute de tout et de rien. Et puis ensuite, on commence sur la réunion. Bon, évidemment, on passe pas 3 heures dessus, mais ça crée du lien, ça crée de la discipline. Et en général, il y a une confiance qui s'instaure très rapidement. Et dès qu'on a cette confiance, dès le début, nous, on l'instaure toujours dès le début, dès l'onboarding, en fait, hein, même dès le recrutement, c'est vraiment un truc qu'on met en place, tout est plus simple. Tout est plus simple opérationnellement parlant. Par exemple, moi, je suis parti 2 jours là ce week-end en vacances. On avait un lancement avec un client. Je sais que la personne que j'ai mis dessus pour pouvoir gérer le lancement client, ça a été comme sur des roulettes, quoi. Et j'ai pu prendre 2 jours off, tu vois. Ouais, j'ai interviewé Anthony Lambert de Boon Manager. Donc, eux, ils sont, je crois, 150 ou peut-être même beaucoup plus aujourd'hui. Ils ont levé 32 millions avec un fonds. Ils sont 100% en remote depuis le premier jour. La boîte a 10 ans. Voilà. Je retiens pas mal de choses, notamment, ils ont mis en place du parrainage, en fait. C'est que Ah le ouais. jour où tu rentres dans l'entreprise, en fait, tu as des parrains qui suivent ta capacité à travailler à distance aussi et qui C'est bien. t'aident. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais d'ailleurs, le parrainage, souvent, on le met en place dans les bureaux physiques. Il n'y a pas de raison que tu ne mettes pas
à distance que tu ne mets pas quand tu es à distance. C'est Et clair. on discutait un petit peu, lui, à tous ses investissements, je veux dire, en well-being, pour que les gens se sentent bien dans l'entreprise et arrivent à travailler à distance. C'est quasiment le même montant que s'il avait des bureaux, hein. Donc, ce n'est pas une économique d'être en remote, c'est juste une façon différente de dépenser ton argent. C'est intéressant ça. Et, et il travaille, c'est quoi exactement comme boîte Un éditeur logiciel spécialisé logiciel. dans le… C'est un ERP de gestion pour les sociétés de services. D'accord, ok, incroyable. Donc, Non, non, c'est assez marrant. Bah, là, je vais faire une transition. J'avais d'autres questions aussi. Donc là, on a traité un peu plus la deuxième layer de la boîte. Quelles sont… Alors, j'ai noté une question sur la gestion des actifs et des ressources. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, on va repartir sur le sujet de la gestion de la trésorerie, tout ça. Quels sont les actifs intangibles qui sont souvent sous-évalués lors de la préparation à une vente? Comment les valoriser correctement? C'est une question que j'aurais dû poser avant, mais qui, à mon sens, était assez importante. alors là, je dirais que c'est du cas par cas, surtout, en fait. Ouais, C'est que tu as des actifs intangibles très bêtes, mais la marque, c'est souvent un actif intangible que les gens ne savent pas valoriser et qui est invalorisable dans une transaction. Moi, je vais te donner un exemple. Stardust, le nom Stardust. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes qui écouteront, il ne veut rien dire. Dans le milieu du test et de DSI, ça veut dire quelque chose encore, alors que la boîte, elle a été vendue il y a 5 ans. Et surtout, nos acquéreurs ont fait à un moment une étude de marché. Ils n'arrivaient pas à changer la marque parce qu'en fait, on n'était plus connu que le nom du groupe qui nous rachetait. En plus, le groupe qui nous rachetait, il s'appelait CTG. La plupart des gens entendent CGT. Donc, c'est pas forcément, dans le marché français, c'est pas forcément quelque chose qui est vendable. Mais voilà, cette marque, elle doit être protégée avec les bonnes déclarations auprès de l'INPI, parce qu'en fait, c'est un actif intangible qu'on oublie par moment. Et je dirais que c'est probablement le premier à bien protéger, à bien valoriser. Tu vois, nous, ils ont commencé à baptiser l'entreprise, c'était NSI France, vu que CTG s'est fait racheter entre-temps, que cette année, 5 ans après la vente. Et est-ce que tu penses que tu aurais facilité ou complexifié la vente si vous n'avez pas eu ce branding et ce nom de marque? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu une stratégie qui était toujours de surinvestir sur la marque et sur le branding. Ok, ouais. La boîte, elle faisait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires quand on l'a vendue. Pour beaucoup, dans leur tête, on en faisait 50. Ok. C'est une stratégie aussi, c'est qu'en fait, d'investir sur la marque et de la rendre, enfin, je parlais de rendre la boîte attirante. Investir sur la marque rend ta boîte attirante pour un acquéreur. Ok, ouais. Donc, au contraire, moi, je trouve que on a été identifié par certains quand le dossier était sur la place parce que justement, la marque était connue bien au-delà de notre chiffre d'affaires et notre poids réel sur le marché. Ok. Et moi, je suis adepte aussi de full branding depuis toujours. Et quelles sont, toi, les stratégies que tu as mis en place? Quels sont vraiment le top 3 des stratégies que tu as mis en place pour pouvoir booster ton branding? Est-ce que ça a été du contenu? Enfin, je sais pas trop, toi, là-dessus, parce que je me suis pas suffisamment renseigné sur Stardust, tout ça qu'on avait discuté par rapport à ça. Qu'est-ce qui vraiment a eu le plus d'impact, à ton sens, pour développer le branding là-dessus? Le branding, il est important si tu t'adresses aux bonnes personnes. Investir massivement sur du branding si tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes, ça n'a pas de sens. Nous, la cible qu'on avait, c'était directeur des services informatiques, directeur digital. On a investi énormément dans de l'événementiel, du contenu et de la promotion auprès de ces personnes-là. Okay. L'événementiel, on a fait du sponsoring d'événements, on a sponsorisé des salons classiques. Après, on a sponsorisé des rencontres d'affaires affinitaires, les Big Boss, par exemple, où on était aussi présent dans les BG. Les Big Boss, on a été partenaire premium pendant 2 ou 3 ans. À un moment, c'était c'était notre principal canal d'acquisition client et ça représentait peut-être un tiers du chiffre d'affaires. D'accord, ok, ouais. Mais petite boîte qui investit massivement sur un canal qui est vu de partout, qui est vu dans toutes les communications, tu as l'impression que c'est une grosse. Si dans tous les canaux d'information ou d'événements où ta cible se déplace, elle voit ton nom massivement, elle a l'impression que la boîte est 10 fois plus grosse que ce qu'elle est. Ouais, donc cette omniprésence et la récurrence, en fait. On voit le logo, le nom, les mêmes gens, les mêmes têtes, etc. Donc, c'est cette récurrence, en fait, aussi. Récurrence du message
Récurrence du qui est le message. principe qui est le principe de base de la publicité, hein. C'est ça. Tu vois, nous, on a fait aussi un truc bête, c'est qu'on a fait des encarts publicitaires dans plusieurs parutions. Ok. Je me souviens, ça allait du Nouvel Observateur en passant par Capital, en passant par des pubs sur BFM, et qui correspondaient aux canaux d'information de nos cibles. Hmm. Ouais. Ça ne sert à rien d'aller faire une pub sur BFM Télé si tes clients ne sont pas sur BFM Télé. Nous, on avait fait une pub sur BFM Business le matin pendant la matinale, ce qui correspondait à l'audience qu'on avait identifiée comme étant pour servir au DSI, au CDO. On n'aurait jamais fait une pub sur TF1. On n'en avait pas les moyens déjà. Voilà. Mais je pense que voilà, les recettes du B2C s'appliquent quand même bien au B2B. Il ne faut pas le négliger. Donc, la récurrence des messages, le choix des bons partenaires. Et puis, en fait, il faut aussi aligner les intérêts de partenaires avec les tiens. La vente indirecte, nous, c'est quelque chose qu'on a plutôt mal réussi. Enfin, disons qu'on ne l'a pas réussi, plutôt mal réussi. Mais c'est aussi un canal de vente et de marketing qui peut être très fort. Alors, vente indirecte, c'est-à-dire, est-ce que tu peux donner un peu plus de précision? C'est passé par des revendeurs, c'est passé par des partenaires intégrateurs, c'est passé par L'affiliation. l'affiliation, avoir des partenaires stratégiques qui ont un intérêt à ce que tu montes en puissance sur leurs outils. Voilà. Aujourd'hui, les grosses boîtes de logiciels américaines, elles te vendent rarement la licence en direct. C'est souvent un intégrateur ou un partenaire de distribution de licence qui vend la licence en direct. Tu achètes rarement une licence directement à Microsoft. Ok, ça fait sens. Et alors là, tu avais les événements de sponsoring, les pubs vraiment ciblées par rapport à ton audience et donc les pubs sur BFM Business, tu m'as dit. Ouais. BFM Business, on a fait on a fait plusieurs tentatives et plein de choses qui ont eu du succès. Tu vois, pendant très longtemps, on a sponsorisé French Web. Je pense dans les 4 premières années de Stardust, on avait une bonne partie de notre marketing qui passait par des campagnes de publication sur French Web, que ce soit des bannières et avec des bannières un peu drôles. Tu vois, typiquement, on avait une bannière, elle était pleine de fautes d'orthographe. Comme on vendait du test, on disait que c'était l'importance de relire et de tester était important, ça évitait d'avoir de mauvaises communications. Ça cartonnait. Bah ouais, c'est clair. On a eu aussi une campagne de relations presse très forte, qui était surtout 2017-2019. Et là, on s'est fait accompagner d'une agence parce qu'en fait, c'est très compliqué de les faire soi-même. Intéressant. Sur la publicité, c'était quoi? C'était du Google AdWords, enfin, vous étiez positionné sur des mots-clés, parce que tu parlais d'articles aussi. Ouais, on était positionné sur des mots-clés. C'est pas la meilleure. Nous, on était sur quelque chose qui n'est pas un sujet cœur, qui n'est pas un sujet sur lequel il y a beaucoup de recherche. Et en fait, tu vois, s'il y avait une économie que j'aurais faite, c'était peut-être celle-là. C'est celle-là, ouais. C'est un peu la question. Sur cette thématique, on était sur une thématique d'expertise et je pense qu'en fait, c'était ça représentait pas un gros budget, mais si on avait dû faire des économies, je pense qu'on aurait pu faire ça comme économie. Ok. Et en termes d'équipe commerciale, ça se passait comment? Vous aviez des business développeurs qui allaient prospecter, qui buildaient des listes de leads, qui se pointaient à des événements. Comment est-ce que ça passait ça c'était le grand classique. Alors moi, je suis pas un adepte de la taylorisation du métier avec d'un côté des SDR, de l'autre côté des BDR. Et c'était un peu moins la pratique à l'époque. J'aime bien que les gens qui soient full stack, qui savent prendre leur téléphone et appeler et créer la relation. Après, on avait contenu de l'activité marketing, un volant d'entrant qui était assez fort. Bah, la majorité du travail se faisait en éducation sur le marketing. L'évangélisation se faisait par le marketing. Moi, j'ai eu une chance, c'est qu'à un moment, on a décidé de prendre HubSpot, mais de prendre toute la stack HubSpot. On a tout revu notre site avec qui devait quasiment être tout hébergé sur HubSpot. Et on a embauché un directeur marketing qui a vraiment qui est passé d'une agrégation de plein d'outils à tout sur HubSpot. Et ça a fait une grosse différence aussi. C'est qu'on avait la bonne stack et la bonne personne et la bonne équipe pour créer du contenu et générer les choses. Et encore à l'époque, il n'y avait pas les IA génératives qui te permettent aujourd'hui de créer du contenu pour pas cher. C'est clair. Et puis, le fait d'avoir tout centralisé, parce que ça, c'est une problématique récurrente chez les clients que j'ai aussi, qui sont dans une phase de scale. C'est vraiment, il y a 50 000 outils, il y a pour certains très peu de process. Et le fait de tout rassembler en un outil, alors on a HubSpot, on peut avoir du Salesforce, du Go High Level, etc. Globalement,
on en revient au sujet de système process, tu vois, ça en fait partie en fait. Et c'est pour ça que c'est le premier pilier du framework Scale. Si tu as les bons systèmes, si tu as les bons process, tu sais traiter les choses de la meilleure façon. Et justement, c'est intéressant que tu le redises, parce que je sais que j'ai des clients qui vont regarder cette vidéo, et moi j'aimerais qu'on parle justement de l'ego, d'accord? Parce que l'ego de l'entrepreneur qui sait tout, alors ça, je pense, je vois que ça te fait sourire, mais j'en ai eu quelques-uns en accompagnement, vraiment je sais tout, etc. Non, j'ai pas besoin de process, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Il y a l'ego, et je trouve surtout dans les boîtes un peu plus petites qui n'ont pas encore scale, ça va être le syndrome de l'objet brillant. C'est je teste une stratégie de 3 mois, je rechange, ah, vas-y que je fais du cold emailing, puis finalement, je vais faire un événement. Et c'est ce saut constant de stratégie en stratégie qui fait qu'il n'y a pas de récurrence et de discipline, on n'a pas le temps de build la stratégie jusqu'au bout. Et du coup, il y a des canaux d'acquisition qui se build pas, en fait. On n'a pas un flux de leads régulier. Et la boîte, par exemple, si elle fait 20K, 30K par mois, bah, elle passera jamais à 90 ou 100K, selon moi, tu vois. Comment est-ce que toi, tu abordes ça, justement? Tu as peut-être déjà vu. Dans ce que tu as dit, il y a deux choses. Il y a l'ego, et je vais laisser l'ego de côté dans un premier temps. Ce n'est pas une figure de style, mais j'en parlerai après. Je pense que ce que tu dis sur les objets brillants et laisser le temps au temps, il ne faut pas oublier qu'une entreprise, tu crées ta boîte, tu es parti pour 10 ans. Tu n'es pas parti pour 2 ans. Exactement. Voilà, tu es parti pour 10 ans au minimum. Avec un peu de chance, tu es parti pour 10 ans. Je pense, enfin, moi, c'est mon parti pris, c'est que déjà, les 3 premières années, tu sais pas où tu vas. Tu as beau avoir des bons succès commerciaux, il faut vraiment avoir énormément de chance et souvent d'être un repeat entrepreneur seconde ou third time pour arriver tout de suite à trouver tes bons canaux et ton bon message et ton bon positionnement. Et moi, tous les grands entrepreneurs que je connais qui ont réussi, qui ont vendu plusieurs fois, ils sont à chaque fois essayer du temps. Voilà. Donc, je pense qu'il faut bien se dire que le temps, c'est ton meilleur allié. C'est ça qui va faire que tu vas réussir. Il ne faut pas chercher à être au top tout de suite. C'est une erreur. En tout cas, moi, c'est ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est que se dire que je repars. On fera une petite ellipse tout à l'heure. C'est comment je me positionne en tant qu'entrepreneur après avoir vendu ma boîte. Mais voilà, je pensais qu'on aura tout de suite du succès. C'est une connerie. Et c'est pas vrai. Et, voilà. Et ceux qui te le racontent sont des menteurs. Cas, s'ils te disent la vérité, ils te disent la vérité à un instant T, mais pas dans la durée. L'ego, pour moi, je pense que c'est le pire ennemi de l'homme en général. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas égocentré par moment, voire égoïste. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur la différence entre l'égocentrisme et l'égoïsme. Je pense que l'égoïsme est une bonne chose, c'est une valeur de sécurité, c'est une valeur de sauvetage. C'est parce que tu es égoïste que tu arrives à te protéger et à te mettre au service des autres. Là où l'égocentrisme, c'est une valeur plutôt de vanité et j'ai envie de plaire aux autres. Je pense que l'ego de l'entrepreneur fait que par moment, il veut être sachant et tout. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un entrepreneur qui se met dans la position de je suis le plus bête de la pièce et c'est mon équipe. Et c'est mon équipe qui va savoir. Et si tu fais pas confiance aux gens, si tu ne prends pas les gens pour les valeurs qu'ils t'apportent, c'est que tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi. Et que tu as des personnes qui te disent oui parce qu'elles n'ont pas d'autre solution que de dire oui et d'être là pour toi. Mais l'ego, dans ce cas-là, c'est le même problème pour les équipes en dessous de toi, c'est qu'elles doivent faire confiance aux gens avec qui elles travaillent et à qui elles reportent. Voilà. Mais je pense que l'ego fait prendre souvent de mauvaises décisions. Que l'ego, ça reste pour beaucoup d'entrepreneurs quelque chose qui brille et c'est pas forcément. En tout cas, quand une décision est prise par l'ego, c'est vraiment une bonne décision. C'est marrant, on va rentrer dans la dualité prestige versus profit. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais Non. globalement, je me suis fait former chez quelqu'un qui parlait de ça, de prestige versus profit. Donc, on parlait du fait qu'on a dans l'entrepreneuriat deux grandes tendances. Les gens qui sont là pour le prestige. J'ai un très beau site internet, j'ai levé 20 millions sur ma startup, mais je n'ai pas encore trouvé de market fit. Voilà, c'est du prestige. Et alors, le profit, c'est le mec qui n'est pas connu, c'est le mec qui build son script de closing, qui commence à closer ses premiers clients, qui est vraiment un inconnu, mais par contre, qui fait du cash. Tu vois. Donc, tu dirais que la plus grande erreur des boîtes, justement, qui se lancent ou qui sont dans ta cible et qui sont déjà dans une phase de scale, tu penses qu'ils sont ils auraient plus d'intérêt à se mettre dans le prestige ou dans le profit? Profit. Pour moi, en fait,
L'entrepreneur, comme je disais tout à l'heure, il est au service. Il est au service de son entreprise sans en être esclave. Il est au service de ses employés, il est au service de l'État, il est au service de ses actionnaires. Donc, en fait, tu dois créer du profit dans du prestige. Le prestige arrive après, c'est le haut de la pyramide de Maslow. Alors, c'est une question rhétorique, bien évidemment, je m'attendais à cette réponse, mais c'est important de faire un rappel pour certains qui vont regarder cette vidéo, en tout cas, je pense. C'était très, très important. Alors, je regarde un peu, je vois le temps défiler. Je vais regarder un peu les questions que j'ai notées. Je vais faire une petite ellipse, j'ai dit il y a 2 secondes. En fait, tu vois, une de mes grosses erreurs, c'est que j'ai considéré la vente comme un point d'arrivée. La vente, c'est une étape, en fait, dans ton parcours d'entrepreneur. C'est une étape majeure. C'est une étape dans laquelle tu valorises un travail que tu as pu porter depuis un certain nombre d'années, mais c'est en aucun cas un point d'arrivée. Et c'est si tu traites ça comme un point d'arrivée que tu fais des grosses erreurs. Moi, ça a été mon cas. J'ai fait les erreurs que j'ai faites, je les ai faites parce que la vente, elle arrive en même temps que le Covid, qui fait que, enfin, j'ai vendu la semaine avant le premier confinement. Du coup, l'activité du jour au lendemain s'est arrêtée. Et je pense que, tu vois, quand je rétro-analyse, ce qui fait que j'ai lâché l'affaire à un moment ou à un autre, pas de façon consciente, mais de façon inconsciente, c'est que le monde s'est écroulé. Et c'est ça qui m'a fait sentir comme étant un point d'arrivée en me disant, bah, il faut que je parte sur autre chose. Je suis reparti sur un autre projet tête baissée, sans prendre le temps de me poser la question de qui j'étais, de où est-ce que je voulais aller. Et c'est là où, en fait, la psy m'a fait beaucoup de bien. Les personnes coachs avec qui j'ai discuté m'ont fait beaucoup de bien. Si j'étais resté, voilà, je pense qu'en fait, je ne me serais pas reconstruit si je n'avais pas eu ce travail d'analyse de pourquoi j'avais fait une erreur. Donc voilà, considérer la vente comme étant un point de passage, mais pas comme étant le bout de la ligne d'arrivée. Tu restes dans un marathon professionnel. Même si tu touches un gros chèque qui change ta vie financièrement, ça ne change pas ta vie humainement, quoi. On en revient toujours à l'argent versus voilà, les besoins, le fait d'être heureux, etc. Ce que disait Taylor, là, je regardais, c'est qu'il arrivait au bout du mont de l'Everest, mais finalement, il n'avait toujours pas de copine. Il a perdu un sens à sa vie, il ne savait pas quoi faire. Il avait expérimenté tout ce qu'il voulait, il avait voyagé partout dans le monde, il avait fait ses tours en jet ski, il était avec ses potes. Il y avait ce vide, en fait, parce que tu bosses 10 heures par jour, 6 jours sur 7 à mon temps est dispo tous les jours. J'ai 15 heures par jour, 15-16 heures par jour à fill up, comme disent les Américains, à remplir. Et je ne sais pas quoi faire. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars sur un projet? Est-ce que je prends le temps de me poser? OK, où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux vraiment remonter une boîte? Est-ce que je ne veux pas faire de l'investissement? Est-ce que je ne veux pas acheter une maison, plusieurs maisons, mettre en location? Tu vois, il y a plein de choses qui se posent comme question. Et pourquoi? Voilà. Pourquoi je vais faire cette chose et pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'une belle maison, d'une belle entreprise, de beaux voyages? Pourquoi le faire? Moi, je vais te dire aujourd'hui un truc, c'est que je prends plus de plaisir à aller marcher dans les calanques que de partir au Club Med quelque part. Ouais, reconnexion à l'instant présent, en fait, d'une certaine manière. Donc, clairement. Non, mais je pense que je suis passé par la même phase aussi, moi, avec la danse, mais ce n'est pas forcément le sujet du jour. Mais il y a toujours cette question, je pense, cette phase introspective, tu vois, à repasser. Même chez mes clients, j'ai vu pour certains qu'on fait aussi des exits, cette phase introspective. Et c'est là que le rôle, c'est pour ça que tu vois des mecs comme Tony Robbins qui prennent qui coachent des entrepreneurs, etc. Enfin, n'importe quel entrepreneur devrait se faire coacher. On en revient au sujet de ton accompagnement aussi, de ce que tu fais. Hein. Dire, c'est le but aussi, c'est de pouvoir éviter de faire ces erreurs-là. Donc, le burn-out est vraiment un sujet très sérieux là-dessus. Je pense avoir fait le tour des questions que j'avais. J'ai peut-être une dernière question plus au niveau des tendances. C'est quoi un peu les tendances actuelles en matière de scaling que les dirigeants devraient adopter pour rester compétitifs? Alors évidemment, je pense que tu vas me sortir l'IA, ça va être intéressant. Mais est-ce que tu vois d'autres choses? Alors, moi, je dirais qu'en termes de tendance, moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas un truc qui m'inquiète, c'est que tu as beaucoup de gens qui, compte tenu du contexte économique, qui veulent pas bouger. Se disent, je ne vais pas forcément investir, je ne vais pas forcément chercher à grossir cette année, je ne vais pas forcément à grossir les prochaines années et tout, parce qu'on est dans un contexte économique qui est pas rassurant et je suis le premier à ne pas être rassuré. Je suis très inquiet de la situation politico-économique française. Pareil. Voilà, mais et se dire que c'est les gouvernements les plus pro-business qui ont mené la France aujourd'hui dans cette situation, ça m'emmerde particulièrement.
Mais bon, voilà. Et j'assume le fait de les avoir soutenus, pour autant. Donc ça, je dirais que ce statu quo-là, c'est un vrai dilemme. Après, tu regardes, tu as quand même des gens qui se disent, bon, ben, aujourd'hui, je dirais que la phase de scaling la plus évidente pour beaucoup, c'est le build-up. C'est que les acquisitions sont devenues quelque chose que toute société commence à regarder, quelle que soit sa taille. J'ai discuté vendredi dernier avec 2 entrepreneurs, 2 filles formidables. Chacune d'elles a des petites boîtes qui nous ont démarré il y a 1 an et demi. Une, ils sont 5, l'autre, ils sont 7. Toutes les 2 me disent, je veux faire des acquisitions. C'est rentrer dans la mentalité de beaucoup d'entrepreneurs de se dire, en fait, croissance externe, c'est à ma portée. Alors, c'est compliqué. Il faut bien dire une chose, c'est que racheter une boîte qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, non, peut-être pas 100 000 euros, mais racheter une boîte qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires et racheter une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, c'est la même emmerde. Ça sera compliqué, pareil, de faire de l'intégration, de faire adhérer les gens. Et tu as plus de risques à intégrer une boîte qui fait 500 000 euros qu'une boîte qui fait 10 millions. C'est une des choses qu'on aurait pu dire aussi dans tout ce podcast. Mais c'est qu'en fait, de faire une intégration d'une boîte qui a 10 millions, tu as moins de chances de te casser la gueule que quand tu rachètes une boîte qui fait 500 000. Pourquoi? Parce que justement, une boîte qui a 10 millions, par la force des choses et par inertie, elle sait beaucoup plus se structurer et tu as plus de personnes sur qui le risque est réparti. Quand tu fais une boîte qui fait 500 000 euros, elle fait 5 personnes, le risque est réparti sur 5. Une boîte de 100 personnes, le risque est réparti sur 100. Tu n'as pas les 100 qui, du jour au lendemain, vont partir. Donc, mais gardez en tête que voilà, la logique de build-up, elle arrive de chez beaucoup de personnes et toutes les tailles. Et c'est une très bonne chose. Par contre, il faut s'y préparer. Et je ne vais pas faire ma propos, c'est là où moi, j'aide quand même les gens à réfléchir à pourquoi il faut la faire et pourquoi ils veulent la faire. Moi, j'ai failli en faire une. Elle ne s'est pas faite du temps de Stardust. On avait un concurrent canadien qui a voulu la faire. Mais par contre, c'est marrant parce que c'est lui-même qui est venu nous voir pour se vendre. Et c'est lui qui, au final, a décidé de ne pas avancer. Alors qu'en fait, je pense qu'on était là. Et pour final, fermer sa boîte. Mais discuter avec des concurrents, c'est la meilleure façon de progresser. Nous, tu vois, on n'aurait pas eu ces échanges avec lui. On n'aurait pas eu la même trajectoire au Canada. Le jour où on a échangé avec lui, on a appris plein de choses sur le marché qu'on ignorait. Lui, il était québécois, nous, on était français vivant au Canada et se développant au Canada. Il y avait des choses que personne ne t'avait dit ou que tu ne voyais pas. Je te donne un exemple très con. Les Canadiens ne savent pas acheter, enfin, les Nord-Américains en général ont du mal à acheter du forfait. Ils achètent du temps et ils achètent en général pas du jour, ils achètent de l'heure. Voilà. Nous, en France, tu vas avoir un client, tu as 95% du cas, le client veut un prix au forfait et il ne veut surtout pas entendre parler de combien de ressources tu mets et comment elles sont organisées. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça que tu apprends et qui te servent dans ton scaling. Aujourd'hui, tu as dans le scaling, les choses qu'on voit, en fait, c'est que tu as quand même aussi de plus en plus de scaling qui tourne autour d'outils. Et tu as beaucoup d'outils qui se mettent en place, qui t'aident à structurer. Qui t'aident à structurer quoi? Les fameux process qui soutiennent ta stratégie. On en revient. Voilà. C'est pourquoi tu mets en place un HubSpot pour ton marketing? Parce qu'il soutient ta démarche, ta stratégie marketing. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Et surtout, une des choses qui est importante, c'est mettre en place les bons outils et pas se suréquiper. Se suréquiper en te disant je vais grossir. C'est sûr qu'il faut mettre un outil qui soit capable de grossir avec ta boîte, mais toutes les boîtes ne sont pas capables de passer de 5 personnes à 2000 personnes en 2 ans. Voilà. Donc, et après, moi, je dirais qu'une des bonnes règles du scaling, c'est quand même aussi de passer avec des personnes qui ont fait. Tu ne peux pas avoir des novices de partout. Tu ne peux pas être, comme je disais, en fait, il faut se mettre dans la position du plus bête de la pièce. Ton rôle de dirigeant, c'est d'être le chef d'orchestre, c'est de donner le tempo, mais c'est pas de faire, c'est pas de jouer. Et rien de mieux que les personnes qui ont fait et qui ont joué pour le faire pour toi. On en revient vraiment à la stratégie, c'est que tu es le rôle du stratège, tu es le rôle du Napoléon qui donne la direction, qui donne le leadership dans le sens, une vision, la stratégie. Les personnes en dessous qui vont implémenter, puis on a les exécutants, les personnes qui vont faire aussi. On est le dirigeant, vraiment, bon, quand il commence, il a toutes les casquettes, évidemment, mais il faut rapidement
s'il a du cash, qui rachète son temps parce qu'il a 8 heures dans une journée potentiellement de travail et il ne peut pas produire 50 heures par jour de travail s'il est seul. Par contre, s'il a 5 personnes et qui implémente les process, qui délègue, qui forme, qui a un rôle de documentaliste et qu'il sait centraliser ses infos, les organiser, les transmettre, là, tout de suite, il rachète son temps et il multiplie son temps. C'est là, en fait, il a une scalabilité de son temps. Je dirais une deuxième chose pour scaler son temps, c'est qu'il y a aujourd'hui, qu'il n'y avait pas il y a 5 ans et qu'il y avait encore moins il y a 10 ans, c'est qu'il y a l'automatisation. Moi, toute tâche aujourd'hui que je prends, que je répète 2 fois d'une semaine à une semaine, je cherche à automatiser. Pareil. Parce qu'en fait, tu l'avais pas il y a longtemps, tu l'avais pas il y a 5 ans. Tu peux automatiser énormément de choses et de plus en plus. Tu as l'intelligence artificielle générative qui te permet de générer beaucoup de choses à partir de ce que tu as déjà fait, qui te demande plus qu'une tâche de relecture versus une tâche d'écriture pour beaucoup. Et ça te permet de gagner des minutes de vie énormes et des minutes d'entrepreneuriat énormes. C'est incroyable. Prenons un exemple et je pense qu'on pourra terminer potentiellement là-dessus, sauf si tu voyais d'autres sujets. Nous, quelque chose qu'on a implémenté récemment, c'est qu'avant, quand un client nous rejoignait, on demandait les appels de vente. Donc, on analysait tous les appels de vente, on regardait quelles étaient les objections, les questions récurrentes dans l'ordre chronologique dans lequel elles étaient posées. On les extrayait et on écrivait un pitch ou du moins une vidéo de vente, une vidéo sales letter adaptée par rapport à ça. Maintenant, la seule chose qu'on fait, donc ça prenait beaucoup de temps, d'énergie, on demande les enregistrements aux clients, on les passe dans une IA, on a 3 prompts et littéralement, elle nous sort toutes les objections. On en fait écrire un nouveau pitch et on fait 20% de relecture dessus et de modifications à la mano. Mais globalement, on a gagné sur cette tâche-là énormément de temps. Ça, multiplié par le nombre d'autres tâches qu'on fait sur la production, la gestion, par exemple, même publicitaire. Finalement, on peut avoir une boîte qui produit le travail de, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, de 7-8 personnes et finalement, on peut être 3. Complètement. Donc, la rentabilité aussi, c'est aussi une question de rentabilité parce qu'on va payer quoi? Un ChatGPT Pro, peut-être $200 par mois si on veut faire vraiment envoyer du lourd. Et au final, ça nous évite de payer des personnes supplémentaires et la boîte explose en rentabilité, ce qui veut dire plus d'investissement en ads, plus de réinvestissement dans la partie commerciale et marketing. Donc, tout résumé. Donc, c'est plutôt bien une bonne stratégie. Écoute, je vais rapidement… Je pense qu'aujourd'hui, si j'en devais conclure, c'est qu'un dirigeant qui ne regarde pas comment il peut intégrer dans ses produits ou dans ses process de l'intelligence artificielle, il y passe à côté de son rôle de dirigeant. Je voulais juste partager mon écran, alors on le verra directement. Donc, ça, c'est ton compte LinkedIn. Donc, pour ceux qui suivent cette vidéo et qui veulent se renseigner sur ce que fait François-Joseph Viallon, donc, on a un SaaS que tu as aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. On n'a pas parlé du tout, Referral Squad, qui est un SaaS que je vais relancer, qui n'est pas qu'un SaaS, qui est une communauté de commerciaux qui se partagent les mises en relation. Et Scale2Sell, qui est l'activité de conseil avec 3 offres. Une offre qui s'appelle Executive Sparring Partner, donc je me mets à côté du dirigeant pour le challenger. Une offre qui est plutôt à altitude stratégique, c'est que je suis plutôt en mode projet pour redéfinir des plans de développement stratégique et suivre leur mise en place. Et ensuite, One Step Forward, qui est le groupe d'accompagnement en mode commando pendant 1 an, avec 10 dirigeants qui se préparent ensemble à transformer leur entreprise pour la rendre attirante pour un acquéreur. Parfait, je pense que c'est bien résumé. Donc, j'invite les personnes à aller regarder directement sur LinkedIn. Donc, voilà pour cet épisode. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte là, de la valeur ou des leçons, peu importe, comme tu veux? Eh bien, écoute, s'il y a des gens qui veulent me contacter déjà, c'est fj@scale2sell.company avec un Y ou 06 37 74 29 36. Il ne faut pas hésiter à me contacter directement. Et en tout cas, Kevin, merci beaucoup pour ton temps et pour cette invitation. C'était un super moment à partager avec toi. Écoute, moment partagé. Ce qui est bien, c'est que les choses étaient concrètes pour moi, en tout cas de mon point de vue. J'espère que ça servira à beaucoup de dirigeants. Et on se retrouve potentiellement pour un potentiel nouvel épisode prochainement. Et je te souhaite une très belle journée et à tous les auditeurs. Avec plaisir. À bientôt tout le monde.